Venons-en à la crise pétrolière et à ses conséquences en France. Les agriculteurs étaient mobilisés aujourd'hui, notamment près de la raffinerie de Feyzin, au sud de Lyon. Ça fait partie, pourtant, les agriculteurs, des cibles du gouvernement dans les aides. C'est-à-dire que c'est une catégorie qui est aidée et dont le prolongement même des aides a été décidé par le gouvernement. Pourtant, ça ne suffit pas. Ils le disent, ils sont étranglés. Alors comment on les aide ? Non, mais les aides, elles sont très minimes et surtout au regard de l'augmentation du prix du GNR, parce qu'on est passé à moins d'1 euro le gazole litre. non routier. Le gazole non routier qui concerne justement les agriculteurs et qui les concerne d'ailleurs beaucoup en ce moment, parce qu'en ce moment c'est la période des semis, après il va y avoir les traitements phyto et c'est là qu'ils ont le plus besoin justement de gazole non routier. Et donc cette augmentation du prix, elle est terrible pour eux, à la fois sur ce gazole non routier, mais aussi sur les engrais, parce que pour fabriquer les engrais, il y a besoin de pétrole et donc le prix des engrais augmente. Les agriculteurs étaient déjà en grande difficulté, on l'évoque régulièrement dans l'actualité, mais justement... Mais ils sont aidés par le gouvernement. Non, aidés de manière très minimale. Aujourd'hui, nous mais on le dit... Mais il y a d'autres catégories où ne le sont pas, alors eux le sont. Ces aides-là, globalement, elles sont insignifiantes quasi pour tout le monde, en réalité, même sur les secteurs économiques qui sont visés. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut baisser cette fiscalité sur le carburant, sur le gazole non routier également, mais globalement sur le carburant. On ne peut pas avoir un tel niveau de taxes aujourd'hui. Je vais être très concret pour ce qui concerne les gens qui nous écoutent peut-être et qui utilisent leur voiture, qui roulent au gasoil. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit le litre à 2,20 €, avec nous, ce qu'on peut proposer, c'est-à-dire en baisse de la baisse de la TVA de 20 à 5,5 de manière pérenne, avec ce prix-là, ça ferait 27 centimes de moins au litre et une baisse de la TICPE de 16 centimes, ça ferait en tout 43 centimes. Le litre, il serait à 1,77 €. C'est encore beaucoup trop cher. Mais dans la période actuelle, c'est très important sur cette marge-là parce que c'est plus de 20 € par plein. Et mais le gouvernement n'a pas les marges. Ils le disent, le gouvernement de la Banque de France le dit, on ne peut plus. Et c'est faux, encore une fois, parce qu'aujourd'hui... On a quand même un déficit et une dette qui explose. Bien sûr, mais justement, ça dépend quelle politique vous menez. Vous savez, le déficit public, il n'a jamais été aussi important dans notre pays. Pourtant, en 1975, on avait 34% de prélèvements obligatoires dans le PIB. Aujourd'hui, on est à 46% de prélèvements obligatoires. Il n'y a pas un pays de l'OCDE où il y a autant d'impôts. Nos difficultés économiques, elles viennent des dépenses. 57% de dépenses publiques dans le PIB. Même les pays communistes n'en sont pas là. Il n'y a pas un pays de l'OCDE, évidemment, qui a un tel niveau de dépenses. Donc oui, il faut réduire la fiscalité globalement pour les entreprises, pour les agriculteurs qui manifestent, mais aussi justement sur le prix du carburant. Pour réduire aujourd'hui ce prix, et ce que nous on peut proposer, c'est financer, je le tiens à le dire. Oui, parce qu'au final, si on baisse les taxes, ça va revenir, c'est un cercle, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va devoir payer plus Notre vision, c'est toujours de maintenir ce niveau de dépenses et faire payer ces diminutions de taxes par d'autres taxes, c'est sûr, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait systématiquement, et il y a de plus en plus de taxes. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les certificats d'économie d'énergie qui sont sur le coût de distribution, ça, c'est 8 milliards d'euros qui sont fléchés vers la voiture électrique ou la transition énergétique et vers des choses qui sont assez obscures, c'est la Cour des comptes qui le dit. Et bien nous, on considère que ces CE, ces certificats d'économie d'énergie, ils doivent être refléchés pour financer la baisse notamment de la TVA et de la TICPE. Ça coûterait 10,3 milliards, c'est déjà 8 milliards. Et la différence, c'est de la consommation en plus, parce que vous avez déjà entre 11 et 15% de moins de consommation de carburant, parce que les gens prennent moins leur voiture. Et bien ça, c'est de la TVA aussi en moins qui peut rentrer, et surtout une décroissance économique. Alexandre Nikolic, vous connaissez la réponse du gouvernement qui dit mais non, ces propositions sont totalement démagogiques. Et écoutez Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, ministre déléguée à l'énergie, qui estimait que de nouvelles annonces seront faites d'ici à une semaine. Elle était sur BFM TV ce matin. On a toujours dit qu'on adapterait les dispositifs en fonction de l'évolution de la situation. On voit que cette situation perdure. Et on sait aujourd'hui que quand bien même le conflit s'arrêterait demain, les effets se feront ressentir dans la durée. Il y a donc lieu de continuer à aider d'abord les Françaises et les Français que l'on aide déjà et à amplifier ces aides. Pour être extrêmement clair, davantage de Français seront aidés dans les semaines à venir parce que la situation devient de plus en plus difficile. Elle est de plus en plus difficile parce qu'elle dure et donc de nouvelles annonces seront faites par le Premier ministre d'ici à une semaine. Pourquoi vous attendez ? Tout simplement parce que nous travaillons sur les meilleures mesures. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Qu'est-ce que vous lui répondez à Maud Bréjon ? Ce que je vous disais, c'est que nos mesures de baisse de fiscalité, elles peuvent être financées si on sort des mesures idéologiques. Si on arrête de dire, par exemple, que les CE doivent servir à des choses qui
a priori, ne marche pas, même selon la Cour des comptes. D'ailleurs, le Danemark avait les mêmes certificats d'économie d'énergie. Ils ont renoncé aux certificats d'économie d'énergie. Ça montre que ça ne marche pas. Et ils ont un autre argument, souvent les macronistes, c'est de dire non, mais on ne peut pas descendre, par exemple, à 5,5%. L'Union européenne interdit de baisser autant la TVA. Je vais être honnête ici. C'est vrai. C'est une directive de l'Union européenne. La limite, c'est 15% sur le carburant. Mais l'Espagne est descendue à 10%. La réaction de la Commission européenne, c'est d'envoyer un courrier d'avertissement à l'Espagne en disant qu'ils ne sont pas contents. Mais moi, je préférais aujourd'hui, dans la situation des Espagnols qui ont vu baisser le prix du carburant, justement avec la TVA à 10% et recevoir une lettre d'avertissement de la Commission européenne, plutôt que d'avoir un prix à 2,20 € le litre. Mais donc, c'est des choix politiques et idéologiques. L'Italie également a baissé ses taxes. Et en ce moment, le gouvernement de Giorgia Meloni est dans une impasse parce que plus la crise dure, et c'est ce que vient d'expliquer Maud Bréjon, et puis on le voit vis-à-vis du contexte géopolitique, plus elle dure, plus les finances italiennes sont dans le rouge et qu'elle ne va peut-être pas pouvoir continuer ces aides. Mais vous savez, nous, ça fait des années qu'on alerte justement sur les difficultés qu'on peut avoir, qui sont la conséquence de beaucoup de choses. On évoque évidemment très souvent le coût de l'immigration à 41 milliards, on évoque régulièrement le déficit commercial et la vision idéologique qui a entraîné cette désindustrialisation, sur les normes, sur le manque d'anticipation sur la robotisation, sur les taxes, les charges, qui pèsent aujourd'hui sur notre industrie, qui ont fait passer notre industrie aujourd'hui à moins de 10% du PIB, et qui fait qu'on a une balance commerciale de 70 milliards d'euros. Quand vous avez un tel déficit commercial, eh bien c'est assez évident que vous allez vous retrouver avec un déficit public comme on est en train de le vivre. Et si on ne diminue pas les dépenses aussi, encore une fois, eh bien on se retrouve avec, dans une impasse systématiquement où pour compenser, on va augmenter les impôts, ce qui va faire fermer les entreprises, et on va devoir financer ces fermetures d'entreprises par de la dépense publique supplémentaire. Et au final, on est en voie justement de tiers-mondisation et de dépôt de bilan collectif si on ne change pas totalement de vision. Alexander Nikolic, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. LFI propose dans cette crise pétrolière de nationaliser Total Energy. Est-ce qu'au Rassemblement national, vous y êtes favorable également ? Vous savez, leurs amis au Venezuela, avec Chavez, ils avaient nationalisé les entreprises pétrolières au Venezuela. Le Venezuela était 8e pays exportateur de pétrole avant Chavez, et maintenant, aujourd'hui, ils sont importateurs de pétrole parce qu'ils n'arrivent même plus à l'extraire correctement. Ça montre qu'il faut sortir aussi parfois de certaines idéologies, ça ne marche pas forcément. Nous, on a dit qu'il fallait faire en sorte de taxer les super profits quand il y a des profits de crise. Donc on dit Total peut-être peut profiter de la crise et il faut être taxé. Mais si on est objectif, aujourd'hui l'essentiel des bénéfices de Total c'est à l'étranger. C'est justement parce que c'est sur la vente du carburant qu'ils arrivent à extraire. Malheureusement, nous, on ne vend pas notre pétrole qu'on aurait peut-être pu vendre. Il y en a peut-être en Guyane, mais une loi depuis 2018, sous Édouard Philippe de Nicolas Hulot, interdit justement de chercher du pétrole en Guyane. Donc, Total, ses bénéfices, c'est à l'étranger. Sur le territoire français, vous voyez, ils vendent même moins cher que les autres. Et sur le raffinage, les marges sont moins importantes. Donc oui, Total fait des bénéfices. Mais Total fait des bénéfices sur ses ventes et cette inflation, justement, du prix du pétrole. Donc pour vous, ça suffit. Le fait qu'il plafonne, c'est suffisant. Mais non, on dit qu'il faut essayer de taxer. Peut-être en cherchant sur les dividendes des actionnaires de Total, justement sur ces super profits. Mais il ne faut pas voir ça comme la possibilité miracle pour régler ce problème, puisque ces bénéfices-là à l'étranger, ça va être compliqué d'aller les chercher. Il faut le faire, il faut lutter contre la fraude fiscale, il faut lutter justement contre les super profits de ces dividendes-là. Ça peut servir de marge de manœuvre justement pour financer d'autres mesures, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga aujourd'hui de ce qui va nous permettre de faire baisser le prix du carburant. La solution de manière assez simple, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, en baissant à la fois la TVA, la TICPE de manière provisoire et en finançant ces mesures-là avec les certificats d'économie d'énergie de 8 milliards. Alexander Nikolic, je voudrais vous poser la question à la suite de ces échanges ce week-end. Vous avez vu que Bali Bagayoko a assumé de contester une éventuelle victoire du Rassemblement national en 2027. Cette ligne, elle est assumée par Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, député des Bouches-du-Rhône, qui a estimé que si le RN gagne, il faudra une mobilisation dans les rues. Il était sur Europe 1 hier. J'espère que si, par malheur, le Rassemblement national devait remporter l'élection présidentielle, il y aura des mobilisations populaires puissantes dans ce pays. Je l'espère. Si vous considérez que parce que quelqu'un a gagné une élection, on n'a plus le droit de se mobiliser... Violente ou pas violente ? Mais absolument pas violente. Si c'est l'inverse, si LFI gagne, est-ce que vous appelez vous aussi à une mobilisation populaire ?
Nous, on appelle toujours à respecter le choix des urnes et nos représentants à l'Assemblée, nos députés, continueront de défendre nos mesures démocratiquement. Enfin, ce qui nous habite, justement, c'est d'être toujours dans cette vision de la politique qui est celle de défendre des idées avec conviction, avec des arguments, en les finançant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur le carburant, par exemple, en étant le plus sérieux possible. Mais on a une gauche aujourd'hui, mais même dans le passé, mais c'est de plus en plus visible aujourd'hui, qui a pris comme habitude pour s'opposer à leurs adversaires politiques, de contester, de bloquer, d'intimider, qui à chaque manif casse des vitrines, s'en prend aux forces de l'ordre. C'est aujourd'hui devenu un moyen d'expression politique, malheureusement, de la part de la gauche, déjà aujourd'hui. Donc je vais vous dire, ils vont continuer peut-être à tenter de faire ça, mais nous, on fera en sorte justement de faire respecter la loi et qu'il y ait des arrestations systématiquement pour ceux qui cassent. Donc si les gens peut-être peuvent s'inquiéter de savoir comment il va y avoir cette volonté populaire, la volonté populaire, enfin ces mouvements populaires de gauche qui cassent, qui violentent, ça existe déjà. Avec nous, ça existera moins avec nous au pouvoir, parce qu'on fera en sorte de les arrêter. De ceux qui cassent aujourd'hui doivent être condamnés à des amendes systématiques. Selon la loi, et quand c'est la loi, évidemment, et on fera en sorte que la loi soit enfin respectée et d'arrêter d'avoir cette vision de laisser aller. Avec ces mouvements d'extrême gauche, souvent d'enfants de bourgeois qui s'encanaillent. C'était, vous savez, la chanson de Ferrat, Pauvre petit con, déjà à l'époque sur ces mouvements gauchistes, ça date pas d'aujourd'hui, qui ont toujours appelé justement à essayer de déshumaniser l'adversaire en étant parfois violents, et beaucoup ont accepté qu'il puisse sévir. Ce ne sera pas notre cas. Certains observateurs politiques disent que ce duel final qui est projeté en 2027, on n'y est pas encore, mais que ce duel vous arrangerait. Est-ce le cas ? Non, mais nous, on n'est pas dans ce type de stratégie. Ce qu'on évoque, c'est encore une fois nos convictions. On a peur évidemment de ce camp-là. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça nous donne raison d'avoir peur, parce que c'est des gens qui refusent justement que la démocratie s'exerce, que ceux qui gagnent l'élection puissent appliquer le pouvoir de manière démocratique et aller au bout de leurs convictions, comme ça devrait se passer dans n'importe quelle démocratie. Et ce sont des gens qui, après Naël, on se souvient d'Alma Dufour qui avait dit « la fin justifie les moyens ». Ce sont des gens qui très souvent appellent à la violence, qui ont dans leur rang des gens qui racialisent la société. On se souvient de Éric Coquerel ou de Logu, mais Éric Coquerel qui disait les élus dans le 93 doivent avoir la même couleur de peau que les habitants du 93, c'est-à-dire que les élus doivent être choisis selon des critères de couleur de peau, des élus qui appellent à la violence, qui appellent à la racialisation. Bien évidemment, on peut considérer que c'est dangereux pour notre démocratie. Vendredi, un des footballeurs âgés de 9 ans s'est fait mettre au sol, frappé par 5 gamins de l'équipe adverse de Creil. Écoutez Julien Bory qui va saisir la Ligue des Hauts-de-France parce que ces violences perpétrées par des joueurs aussi jeunes, quand même, faut le rappeler, le président de l'AS Auchy-les-Mines n'avait jamais vu ça de sa carrière. Il était sur Europe 1 hier. C'était très violent, très rapide. L'éducateur de Creil, en nous sortant la phrase ah ouais, mais c'est lui qui a commenté. En fait, il cautionne cette violence. Ça aurait été mes joueurs qui auraient fait ça, mais c'était terminé. Les dossiers partaient à la Ligue, ils ne jouaient plus au football. C'est pas possible de faire ça. C'est un degré de violence qui est jamais vu. Nous, on veut juste que les violences s'arrêtent. On en a marre. Il n'y a pas que à Auchy-les-Mines, tous les week-ends, sur tous les terrains de football, dans tous les districts, il se passe des choses, il se passe des violences. Parfois, c'est les parents, les joueurs entre eux, les éducateurs. Et en fait, il y en a marre. Julien Bory dit, ça se passe, c'est pas qu'à Auchy-les-Mines, ça se passe partout en France. Et vous me le disiez hors antenne, Alexander Nikolic, vous en aviez été témoin. Oui, j'en ai été témoin. Alors pour revenir sur cette histoire, évidemment, il y a en plus ce contraste où on voit ce jeune Matteo, donc qui après avoir été frappé par 5 jeunes de 9 ans, est entouré par tous les autres parents des autres clubs, et on voit les joueurs de l'ES Creil avec leurs éducateurs qui refusent de donner les noms et qui célèbrent en même temps leur victoire en prenant des photos. Il y a une indécence et une complicité des éducateurs, et j'espère que le club de Creil va prendre des décisions contre ces éducateurs, mais moi je pense que s'il n'y avait pas eu de médiatisation, il n'aurait sûrement pas réagi, parce que ça arrive beaucoup trop souvent et il y a une complaisance. Je disais oui, j'avais dirigé un club, le J3 Foot à Milly, et on organisait un tournoi pour des enfants encore plus jeunes. C'était des U7, U9, et là c'était des enfants de 7-8 ans. Il y a
des enfants qui se sont un petit peu embrouillés, disputés. Une maman est allée voir les parents parce qu'un jeune de joueur d'un village s'était fait insulter par d'autres joueurs, je vais dire les choses, d'un club plus issu de quartier, voilà, et qui avait été donc agressé, insulté par les joueurs. La maman a demandé des explications aux parents, elle s'est faite insulter. En retour, son mari est ensuite arrivé et devant des enfants, le mari s'est fait lyncher à coups de pied avec du sang qui sortait de la tête. C'était d'une violence inouïe. Des coups de pied qui ont été donnés pour un match et pour des foot pour des enfants de 7-8 ans. Pour un match d'enfants de 7-8 ans. Et je tiens à dire qu'il y a une forme d'omerta parce qu'on a appelé les pompiers, la police évidemment. Ceux qui avaient commis, en s'en prenant à 5 ou 6 contre 1 à ce papa, sont partis, ont réussi à échapper aux forces de l'ordre. Mais nous-mêmes, on a très peu médiatisé l'histoire. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai demandé à mon bureau, moi-même, j'étais en parallèle déjà élu du Rassemblement national. On m'a dit oui, peut-être que ça va être mal jugé, on va nous accuser de racisme si on porte plainte. Donc pas de vague. Donc on a vu avec le père pour que lui porte plainte. Mais au final, on a très peu médiatisé. Et cette forme d'omerta d'être jugé, ce que moi j'ai vécu, ce qu'on a vécu dans le club. Moi j'avais l'intention de vouloir la médiatiser, mais je me suis un petit peu quelque part, je le dis avec regret aujourd'hui, mais adapté aux autres membres du bureau du club, aux autres, à la peur de l'image qui allait être donnée, même à notre club, parce que ça se passait dans un tournoi que nous organisions. Et du coup, il y a plein de raisons différentes qui font que très souvent on ferme les yeux. Parfois face à des violences graves, y compris chez des jeunes, des U13, des U11. Oui. Vous voyez, là, il a 9 ans. Bien sûr, et d'ailleurs, les faits, les chiffres officiels, je regardais les chiffres encore officiels de la saison dernière de la FFF, qui parlent de 4000 faits et 200 et quelques faits de violence, mais 4000 faits en tout, d'agressions, d'insultes. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus importants. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de faits qui sont tus, parce que dans le football, on préfère, je disais, pas faire d'histoire, peur d'être jugé. Mais aussi est-ce que le joueur qui est bon, qu'on a, va être écarté, va jouer pour un autre club alors qu'on avait peut-être envie de le promouvoir. Tout ça est inconscient dans le milieu du foot, mais il y a une telle pression pour la réussite de jeunes joueurs qui font qu'il y a cette forme d'omerta où on se dit on va régler ça autrement. Et je ne parle même pas des éducateurs menacés. Moi, ça m'était arrivé où des éducateurs étaient menacés. Il y a plusieurs problèmes ensemble, mais comment on fait quand on est parents ? On se dit, est-ce qu'on envoie nos enfants au foot quand même innocemment en se disant ils vont faire du foot comme les autres ? Ça doit rester un sport populaire, c'est le cas dans le monde entier. Et il faut juste qu'il y ait encore plus de sanctions. Il y a des sanctions de la part de la FFF qui sont relayées. La FFF demande qu'il y ait plus de sanctions, mais quand il n'y a pas de remontée, c'est très compliqué à faire appliquer. Donc, est-ce que ça doit passer par une loi spéciale, justement ? Est-ce qu'il y ait une aggravation des peines parce que c'est dans le milieu du sport, du football ? C'est compliqué en fait, c'est très compliqué. Est-ce que quand il s'agit d'enfants, les parents doivent se voir privés justement d'allocations familiales ou autres ? C'est des sujets qui sont récurrents, par exemple, qu'on peut aborder sur d'autres thèmes. Dans le milieu du foot, je le dis, là évidemment on va en parler beaucoup après cette affaire Matteo, et moi j'ai un enfant de 8 ans, donc vous comprenez bien que je personnalise et je suis choqué de ce qui s'est passé. Mais j'ai peur malheureusement que ça continue. La médiatisation, c'est très bien. Il faut qu'il y ait de plus en plus de médiatisation, il faut qu'on en parle de plus en plus. Et derrière, il faut qu'il y ait des sanctions, je pense, pour les parents aussi, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir... là, on parle d'enfants de cet âge-là. Moi-même, c'était la même tranche d'âge, mais c'est encore beaucoup plus récurrent sur des tranches d'âge U15, U13, où là, les bagarres générales, les pressions des parents sont systématiques. Je ne voudrais pas jeter l'anathème sur ce beau sport qu'est le foot, mais est-ce que vous faites un lien, Alexander Nikolic, entre ces violences qui se passent et puis ce qu'on a vu, les images qu'on a vues la semaine dernière à la suite de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, avec ces débordements qu'il y a eu, ces violences dans Paris et aux alentours. Non, mais bien sûr. Et donc, il y a effectivement il y a beaucoup de violences de supporters historiquement. Là, en l'occurrence, ce qui s'était passé après les débordements de match du PSG, ce n'était pas des supporters. Ouais. Ce sont des gens qui, après beaucoup de manifestations, viennent sur la capitale
et viennent pour certains uniquement casser ou autre. J'en parlais avec... il fait des reportages pour CNews, il avait fait un reportage avec Guillaume Fouquetot, donc je le salue, il avait fait un reportage et son caméraman a été violenté lors de ces manifestations après la victoire du Paris Saint-Germain, et il me disait oui que c'était en masse des gens de quartier qui venaient, certains pour casser, certains se sont opposés aux casseurs et à ceux qui frappent, mais vous en avez beaucoup malheureusement qui ont cet objectif-là. Pour eux, c'est un défouloir. Ils savent qu'ils ne vont pas être sanctionnés. Il va y avoir une finale le 30 mai. Je l'évoquais pour l'extrême gauche. À un moment, il faut arrêter de se dire on va faire de la prévention, on va souligner. Parce que la meilleure des préventions, c'est la peur de la sanction, évidemment. Et il faut qu'ils se disent systématiquement, aujourd'hui, on a des outils avec les drones, il y a des images. Ils doivent être reconnus, identifiés, condamnés à des peines exemplaires. Et ils doivent savoir que pour chaque acte, il y aura ce type de peine pour éviter que ça recommence. Alexander Nikolic, il nous reste quelques minutes. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à propos d'Édouard Philippe. Écoutez les propos du maire du Havre, candidat à l'élection présidentielle. C'était donc hier à Reims. Sur le droit à l'avortement, Madame Le Pen était contre et maintenant elle est pour. Sur les retraites, c'était le retour à 60 ans, plus maintenant. Sur l'OTAN, c'était le retrait, plus maintenant. Pourquoi ? On ne sait pas. Notez bien qu'il y a quand même quelques sujets sur lesquels le RN ne change pas. Maréchal, nous voilà diffusé à Carpentras. Par erreur, dit la mairie. Ils avaient le disque à côté de celui de la Marseillaise. Ils se sont trompés, c'est ballot. Alors, ce mensonge et cette bassesse ne vous honore pas, c'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen. Chacun sait que la mairie n'y est strictement pour rien, comme le démontre le communiqué de la radio associative qui a commis cette énormité et qui d'ailleurs avait signé ce contrat avec la municipalité précédente. Je vous laisse réagir, Alexander Nikolic. Oui, on a un Édouard Philippe qui ment, ça a été démenti par la presse. Je comprends que pour essayer de s'opposer au Rassemblement national qui monte encore et encore, il utilise le mensonge plutôt que son bilan. Parce que quand on se rappelle du bilan d'Édouard Philippe, et c'est dans l'actualité, il y a l'augmentation de la TICPE en 2018 qui est envisagée encore en 2019, mais qui est freinée par la crise des Gilets jaunes. Il y a le refus, je parlais tout à l'heure, si on reste sur les mêmes sujets, d'explorer d'exploiter le pétrole en Guyane. Il y a évidemment les 80 km/h, l'augmentation de la fiscalité. Sondages, qu'est-ce que Édouard Philippe peut mettre à son avantage dans son bilan ? Selon le sondage, c'est le seul candidat. Alors on se projette bien sûr, les sondages, on est un an avant, mais c'est le seul candidat qui serait capable de vous battre si le RN et lui étiez qualifiés pour le second tour. Il rentre dans cette posture-là, mais je le disais, au regard de ce qu'il a pu faire, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui a été mieux sous Édouard Philippe. C'est un adversaire assez confortable pour pouvoir le disqualifier justement et l'attaquer sur le fond. Lui, pour nous attaquer, il ment. Nous, on a juste à faire son bilan objectif et qui est factuel. Merci beaucoup Alexander Nikolic, député européen, porte-parole du Rassemblement national. Vous étiez l'invité des grands entretiens d'Europe 1.